Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Valérie Perrin. Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la librairie Martel à l'occasion de la sortie de votre dernier roman, Tata, paru aux éditions Albin Michel en septembre dernier. Nous sommes très nombreux ce soir et je vous en remercie infiniment. Je vous propose donc un échange d'environ 30 minutes pour permettre ensuite à vous toutes et tous de pouvoir passer un instant privilégié avec Valérie Perrin et faire signer votre ouvrage. Chère Valérie, dites-moi, qui est Tata? Alors, qui l'a lu? Ok. C'est compliqué de dire qui est Tata, c'est tellement vaste. On va partir, on va commencer par le début. On n'entend pas. Alors attends. Change comme ça, c'est mieux. Alors attendez. Est-ce que comme ça va? Si vraiment on touche, oui, ça va. Oui, je pense que ça va. Donc, Tata, on va donner elle s'appelle Colette Septembre. Elle est née en 1946. Si je fais une fiche descriptive comme ça, je dirais qu'elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle a voué une passion absolue pour son petit frère Jean toute sa vie. Et puis, pour le football aussi, elle a découvert le foot et aussi pour un footballeur. Et puis surtout, Tata, elle avait en tout cas elle a eu pour moi 2 vies secrètes. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire, donc 2 vies secrètes. Côté amitié et côté amour. Et elle a une nièce qui s'appelle Agnès. C'est comme ça qu'on commence le roman. Une nièce qui vit à Paris et elle vit à Guignon. On est en 2010 quand le roman débute. Et Agnès, sa nièce, reçoit un appel de la police de Guignon pour lui dire « Madame, votre tante vient de mourir ». Ça n'est pas possible, puisque cette tante est morte et enterrée depuis 3 ans, à l'époque où Agnès vivait à l'étranger. Et il faut qu'elle revienne à Guignon pour reconnaître le corps de cette femme qui vient de mourir. Si c'est sa tante, pourquoi et comment peut-on faire croire qu'on est mort depuis 3 ans, et surtout qui repose à sa place dans le petit cimetière de Guignon? Ça, c'est vraiment le point de départ. Juste ça, elle a changé de micro, celui-ci est plus puissant. La notion de filiation est très très importante dans ce roman. Est-ce que savoir d'où nous venons, c'est savoir qui nous sommes? Je suis pas sûre. C'est pas parce qu'on sait d'où on vient qu'on sait tout. Je pense que c'est beaucoup plus mystérieux que ça. C'est bien. Moi, je suis assez contre les secrets de famille parce que je pense que c'est assez terrible pour les générations futures. Je trouve que c'est bien de dire la vérité, mais parfois elle est très compliquée à dire et à entendre. Je pense que plus on parle aux enfants, et même aux grands-enfants, plus on leur apporte de réponses et plus ils grandissent tranquillement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de grandir en se posant plein de questions, en sentant qu'on nous cache quelque chose. Je crois que ça, c'est très compliqué, ça peut provoquer de grandes tristesses. En revanche, c'est pas parce qu'on sait tout qu'on sait tout. Nous avons de nombreuses femmes dans ce roman. Nous avons Blanche, Anna avec un H, Anna sans H, Agnès et Colette, qui sont tous des femmes très très fortes. J'ai trouvé que c'était un hommage aux femmes et à leur combat peut-être aussi. C'est vrai que quelle que soit leur histoire, parce qu'il y a quand même des destins qui sont très compliqués dans ce roman, Colette, on le découvre très vite, elle n'est pas aimée par sa maman. C'est très compliqué quand sa mère ne nous aime pas. Mais je trouve qu'il y a des destins, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Il y en a qui grandissent avec beaucoup d'amour, d'autres beaucoup moins. Il y en a qui grandissent dans la peur, d'autres pas du tout. En revanche, je trouve que même Colette, on pourrait se dire mais c'est très triste. En fait, je pense que Colette n'est absolument pas une victime et qu'elle a choisi son destin et ce qu'elle voulait. Même si c'était parfois à ses dépens. Et je trouve que ce sont des portraits de femmes. J'aurais pu complètement l'appeler une affaire de femmes aussi. Même si on a des hommes magnifiques et plus douloureux et plus dangereux qui traversent ce roman, c'est quand même vraiment une histoire de femmes, une affaire de femmes en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est que chaque femme, elle a fait des choix. Elles ont fait des choix toutes radicales pour accéder en tout cas à une forme de liberté.
Vous parliez d'hommes exceptionnels. Est-ce qu'on peut parler quand même un tout petit peu de Mokhtar? Parce que Mokhtar, je le connais. Mokhtar, c'est mon chouchou. Alors, parlez-nous de Mokhtar, parce que Mokhtar, exceptionnel. Alors Mokhtar, je le connais parce que c'est mon cordonnier, que moi j'ai transposé dans le roman à Guignon en Bourgogne, mais c'est le cordonnier de la rue des Abbesses dans le 18e. Et en fait, un jour, j'ai poussé sa porte, je lui ai dit, Mokhtar, je savais pas comment il s'appelait. Je lui ai dit, bonjour monsieur, je vais écrire un roman. Et je voudrais parler de votre métier parce que je veux pas dire n'importe quoi. Il faut savoir que chaque fois que j'écris un roman, je travaille longuement avant, en amont, et je questionne des gens dont je vais parler, c'est-à-dire les métiers dont je vais parler, les situations dont je vais parler. Et il m'a dit, viens ma fille, assieds-toi et je vais te raconter. Et puis, comme c'est arrivé pour changer l'eau des fleurs avec Norval Jolivet, je suis tellement tombée amoureuse de lui dans la vie. Je me suis dit, pourquoi je vais inventer un autre prénom, c'est pas son nom, mais un autre prénom, quelqu'un d'autre, alors que la vraie personne dans la vraie vie, elle est juste magnifique. Donc il est hyper fier, parce que maman Tata a un an et demi, et tous les jours je passe devant la cordonnerie, il me fait ce qui fait que voilà, c'est merveilleux, que l'accueil a été immédiat. Et il est très très beau, Mokhtar. C'est un homme magnifique. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tellement quelqu'un de bon, je pense vraiment, hein, qui rayonne et que du coup il a un sourire, mais il est irrésistible de beauté. Je sais pas, c'est un homme qui a une 60aine d'années et il est plus beau que les personnages de romans. Et c'est ça que j'adore dans la vie aussi, c'est que quand on sait regarder ce qui se passe autour de nous, ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont magnifiques sur cette terre. J'ai un très bon cordonnier à Amiens, je vais peut-être aller faire un tour en parler. J'ai donc cru comprendre, parce qu'on discutait un petit peu sur la route, que vos personnages, en fait, vous inspirez aussi des personnes de votre entourage pour leur donner vie. Ça peut arriver, en tout cas dans ce roman-là, pour Tata, toutes les rues, le nom des commerçants sont réels, Mokhtar il est réel. Colette Septembre, donc Septembre, elle est totalement imaginaire, comme l'était Violette Toussaint pour changer dans le changement des fleurs. Je mélange toujours la réalité et la fiction, mais je peux complètement m'inspirer de vraies personnes comme ce que je viens de vous expliquer pour Mokhtar. Mais j'ai un mélange. Il y a aussi dans ce roman quelque chose que j'ai abordé, qui était très douloureux pour moi d'aborder. J'étais obligée j'étais pas obligée, mais je me suis sentie vraiment le besoin, la nécessité de le faire, et ça c'est plus compliqué. C'est pour ça que j'ai mis du temps aussi à commencer ce roman, et j'en parle. Il y a un prédateur qui a réellement existé dans ma petite ville de Guignon. Et donc j'ai dû faire une enquête policière et j'ai dû retrouver des victimes, et je fais une véritable enquête, ce que la police n'a jamais fait, puisque cet homme est mort tranquillement. Sauf que j'ai rencontré des victimes, et puis il y a aussi des victimes qui se sont manifestées après, en fait, une fois qu'ils ont lu le roman, pour me dire ah, moi aussi ça m'est arrivé. Mais évidemment, j'ai changé tous les noms, et par respect pour les victimes, et même pour lui, je voulais pas, parce que je fais toujours très attention. Il n'y a pas des gens de la famille direct qui puissent être blessés. Puis c'était il y a longtemps, mais ça existait, et je voulais absolument en parler dans ce roman, parce que pour les victimes, pour leur dire, parce que vous voyez, il y a quelqu'un qui vous a entendu, et maintenant ça existe pour toujours dans un livre. Et c'est gravé. Et ok, je connais une des victimes qui a porté plainte il y a 4 ans, mais à qui on a dit c'est classé sans suite parce que la personne elle est décédée, c'est il y a 50 ans, il y a prescription, etc. Mais au moins pour les victimes ça existe, et puis pour les autres aussi. Pour ceux qui pourraient se dire qu'est-ce que je fais, est-ce que je parle, ben, au moins on sait qu'ils sont entendus. Et c'est très important pour moi. D'apprendre que c'est vrai, je suis ravie de la fin de tournure de l'histoire dans votre roman. À découvrir. Vous êtes scénariste. Comment on navigue entre ces deux types d'écriture et comment elles se complètent l'une et l'autre? Alors, je n'écris plus du tout de scénario, mais j'ai absolument conscience que je viens de l'école du scénario. Et d'ailleurs, mes 4 romans, je le sais, sont extrêmement cinématographiques. On les vit, on les lit comme des films. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de situations. J'aime planter les décors, j'aime dire s'il fait froid, s'il fait chaud. J'aime dire dans quel état d'esprit sont les personnages. Et puis surtout, j'aime ressentir ce qu'ils ressentent, donc j'écris beaucoup à la première personne. Ce qui fait que ça me permet, moi, en tant qu'autrice, de ressentir exactement
la sensibilité et l'effroi, ou la peur, ou la joie, ou l'amour, ou la tristesse, ou plein d'autres émotions que ressentent chacun de mes personnages. Et ça, je ne savais pas que je possédais ça, mais je l'ai découvert grâce à l'écriture du scénario. Comment se déroule une journée d'écriture chez vous? Est-ce que vous avez des habitudes rituelles? Comme je vous disais, comme j'avais pris un tout petit peu de retard pour débuter ce roman, parce qu'il y avait cette histoire qui planait, entre autres, à un moment donné, c'est comme un rendez-vous pour moi avec vous. C'est tous les 3 ans. Les 4 romans ont 3 ans d'écart et je voulais absolument qu'en 2024, Tintin voit le jour en 2024. C'était pour moi indispensable. Et il devait sortir au printemps dernier, alors que je n'étais absolument pas prête. Donc on a reporté la sortie. Et je dirais que ce roman, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire, avec 2 ans non-stop. Donc 2 années où je me lève, je prends mon café et après j'écris. Jusqu'à à peu près 13-14 heures, je fais autre chose. Et après, pour celui-là, et pas pour les 3 premiers, je réécrivais le soir. Je relisais ce que j'avais écrit le matin et je poursuivais le chapitre. Donc, on va dire que c'est 7 jours sur 7 et environ à peu près 5-6 heures par jour, grand maximum, parce qu'il faut savoir qu'en création, il y a des auteurs qui peuvent écrire toute la journée, toute la nuit, non-stop. Je pense à Jean-Paul Dubois, lui, il écrit tout dans sa tête, et puis d'un coup, en quelques semaines, il écrit son roman. Pour moi, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que moi, en création, au bout de 3-4 heures, je suis complètement sèche, je ne peux plus rien faire du tout. Alors, autant en correction, c'est pas du tout le même travail, la correction. Je travaille beaucoup plus longtemps. En revanche, sur une création, 3-4 heures maximum, et là, étrangement, je retravaillais le soir. Pendant 2 ans et demi. Partout. Puisqu'on peut écrire partout, c'est la grande chance qu'on a des auteurs, donc partout. Et puis parfois de sortir du cadre, ça permet peut-être aussi de... C'est possible de sortir du cadre, oui, et puis en revanche, comme c'est quand même un roman où il faut tout tenir, hein, c'est presque de l'ordre du polar. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est très ambitieux, il faut toujours tenir. Et ce que j'ai aimé écrire dans ce livre, c'est que Agnès, la protagoniste, la narratrice, elle découvre tout en même temps que le lecteur. Le lecteur est complètement à la place avec elle. Donc vit et respire avec Agnès. Et pour ça, c'est un travail très très minutieux. C'est un travail d'orfèvre. Donc ne jamais lâcher. Donc même quand vous refermez l'ordinateur, je travaille sur un ordinateur avec quelques notes à côté, mais principalement sur l'ordinateur. Quand vous refermez l'ordinateur, vous allez faire des courses, que vous avez une vie tout à fait normale, vous y pensez toujours. Et la nuit, vous ne dormez pas parce que ça vous réveille. Vous êtes toujours avec vos personnages. C'est comme ça. C'est de la chance, mais c'est aussi énormément de travail. On ne lâche rien. Il me semble que vous avez un roman qui va être adapté au cinéma. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Alors, c'est Jean-Pierre Jeunet qui va faire l'adaptation, qu'il a déjà écrite. Je pense qu'ils vont partir en ce qu'on appelle en préparation, c'est-à-dire les décors, et puis surtout, le plus important, le casting. Là, ils ont déjà envoyé le scénario à certains comédiens, c'est en lecture. Mais une fois qu'ils ont le casting, ils rentrent ce qu'on appelle en préparation, donc on décide du plan de travail, donc où, combien de temps, à quel endroit. Et donc, j'espère un tournage l'année prochaine pour le voir en 2026. Pour le cinéma. Très belle nouvelle. Ce sera un film de cinéma. C'est une très belle nouvelle. On va parler un petit peu littérature. Quel est le livre qui vous a le plus marqué? Alors, quand on me pose cette question, j'aime parler de ceux qui m'ont amené à écrire mes romans. Donc, en y réfléchissant, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, Le Mal de Pierre de Milena Aguis pour Les Oubliés du Dimanche, qui est un petit roman italien que je trouve une pépite absolue. Pour Changer l'eau des fleurs, L'élégance du hérisson. Pour 3, Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Et Tata, en tout cas la jeunesse, je sais qu'elle vient de là, c'est Un secret de Grimbert, de Philippe Grimbert. Et après, dans les grands romans de ma vie, il y a vraiment L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón que j'adore. C'est un de mes romans préférés. Et j'en parle souvent, Les Déferlantes de Claudie Gallet. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Ce sont des bien beaux romans. Il y en a plein d'autres. Et actuellement, sur votre table de chevet, il y a quoi comme lecture? Il y en a 2, parce qu'il y a celui que je lis à mon mari,
Et je me promets de ne pas avancer plus vite que lui, mais c'est magnifique. C'est Madeleine avant l'aube de la série Colette, qui est magnifique. Et je suis en train de lire Les âmes féroces. D'accord. Je ne sais plus le nom de l'autrice. J'ai plus l'autrice. Oui, mais magnifique. C'est un policier, mais comme j'aime bien écrit, voilà. Vous savez tout. Avez-vous déjà, je pense que oui, votre prochain roman en tête? Oui. Si oui, est-ce qu'on peut avoir... Je sais juste que ça va se passer dans le sud de la France, entre Marseille et Cassis. Donc il y aura une grande notion de soleil, de bleu et d'eau, et des personnages hauts en couleur. Et surtout, je voudrais rendre un hommage à Marcel Pagnol. Donc je pense qu'il y aura un personnage qui s'appellera Marcel et qui sera un peu obsédé par l'œuvre. Et puis ça commence à se construire dans ma tête petit à petit. Toujours des cimetières, évidemment. Vous en prie. Parce que c'est une obsession chez moi. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ce roman chez Tata, c'est cette ode à la musique. Et on a envie de lire avec cette musique, notamment de Chopin. Il y a Chopin qui est très présent. Pourquoi avoir choisi Chopin en particulier? Chopin, il y a Liszt, parce que j'ai travaillé avec un grand concertiste, ce que je vous disais tout à l'heure, pour travailler ce roman. Il fallait que je parle à quelqu'un qui connaissait parfaitement le piano, les études, le rapport au piano, et je suis tombée sur la meilleure personne au monde qui s'appelle Pascal Lamoyelle, qui est un immense concertiste, et qui a l'oreille absolue, et qui du coup savait jouer absolument toutes les partitions de tous, sauf qu'il ne savait pas lire le solfège. Donc il est rentré, aidez-moi, comment ça s'appelle l'école de musique? Je suis tellement conservatoire, et que là il était très malheureux, parce que du coup il a dû tout réapprendre et il se faisait taper sur les doigts, c'était assez compliqué. Et pour le côté violon, j'ai travaillé avec mon amie Anne Gravoin, qui est une grande violoniste, et donc j'ai choisi des grands morceaux que j'aime moi particulièrement. Et puis Liszt, que je connaissais pas du tout, c'est vraiment Pascal qui m'a fait découvrir cet auteur. Chopin, j'ai toujours travaillé avec Chopin, Mozart aussi, mais Chopin particulièrement là. Mais déjà quand j'écrivais Changer l'eau des fleurs et que je parlais de Sacha, je ne sais pas pourquoi, mais vous vous souvenez de Sacha dans Changer l'eau des fleurs? C'est l'ancien garde cimetière, celui qui va tellement aider Violette. Et bien quand j'écrivais Sacha, j'écoutais déjà Bach et Chopin. J'ai une dernière question pour vous et puis après on passera à la séance de signature. Que dirait la Valérie de 13 ans à la Valérie d'aujourd'hui et vice-versa? Alors la Valérie de 13 ans n'était pas très joyeuse, donc s'il fallait si elle savait, elle serait sûrement beaucoup plus heureuse. Et puis en même temps, c'est toute cette tristesse, cette mélancolie, toute cette enfance et toute cette histoire-là fait que je n'aurais jamais écrit ces livres-là. Donc je trouve que tout est sacrément bien fait tout de même. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Merci infiniment Valérie Perrin pour le temps que vous avez accordé. Merci à toutes et tous.